Tollé général, suivi d'une vague de mécontentement et d'indignation dans le rang des Béninois. Vous êtes sur 100% Bénin, mesdames, messieurs, vous faites bien de nous rejoindre. Bienvenue. L'avant-projet de proposition de loi portant nouveau code électoral en certaines de ses dispositions irrite plus d'un. Ce qui est annoncé comme une révolution majeure ne serait qu'une véritable épée de Damoclès sur des acquis démocratiques. Au premier plan, le jeu de la transparence, l'ouverture à la concurrence, la compétition au cours des joutes électorales, pour faire simple. S'achemine-t-on alors vers l'élaboration d'un nouveau code électoral taillé sur mesure pour faire la part belle au régime au pouvoir ou pour réellement innover au regard de l'existant? La loi numéro 2013-06 portant code électoral actuellement en vigueur. La question, mesdames, messieurs, est désormais sur toutes les lèvres et ne laisse presque personne indifférent. 100% Bénin, pour son temps d'antenne du jour, voudrait bien s'y attarder. Et ce sera autour du thème proposition de loi portant nouveau code électoral, une menace ou une véritable avancée démocratique. Le débat, c'est dans Tollé général suivi d'une vague de mécontentement et d'indignation dans le rang des Béninois. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous êtes sur 100% Bénin. Vous faites bien de nous rejoindre. L'avant-projet de proposition de loi portant nouveau code électoral en certaines de ses dispositions irrite plus d'un. Ce qui est annoncé comme une révolution majeure ne serait qu'une véritable épée de Damoclès sur des acquis démocratiques. Au premier plan, le jeu de la transparence, l'ouverture à la concurrence, la compétition au cours des joutes électorales, pour faire simple. S'achemine-t-on vers l'élaboration d'un nouveau code électoral taillé sur mesure pour faire la part belle au régime au pouvoir ou pour réellement innover au regard de l'existant? La loi numéro 2013-06 portant code électoral actuellement en vigueur. La question est désormais sur toutes les lèvres et ne laisse presque personne indifférent. 100% Bénin, pour son temps d'antenne du jour, voudrait bien s'y attarder. Ce sera autour du thème proposition de loi portant nouveau code électoral, une menace ou une véritable avancée démocratique. L'instant débat, tout de suite et maintenant. À ma gauche, Constantin Amoussou, écrivain, il est analyste politique. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. Tout honoré d'être là. En face de vous, notre analyste, lui, c'est Kazmi Pédor. Il intervient sur des questions d'ordre économique. À raison, sa présence sur ce plateau. Kazmi Pédor, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous honorer une fois encore de votre présence. Révision de la loi numéro 2013-06 portant code électoral en République du Bénin. Ce n'est désormais qu'une question de jour. La probable monture de la proposition de loi relative au nouveau code à peine connu, un flux de réactions. Plus personne ne se sent indifférent. Constantin Amoussou, des réactions qui amènent à s'interroger sur le pourquoi de tant de tollé, de polémiques autour de ce qui n'est actuellement qu'un projet. Oui, merci. En réalité, le code électoral, avec beaucoup d'autres éléments, fait partie des déterminants de l'élection. Il fait partie avec les institutions qui abritent l'élection, les personnes qui animent les institutions, les textes qui encadrent l'élection. Il fait partie avec la Constitution. Il fait partie avec toutes les ressources humaines engagées dans le dispositif électoral comme l'un des éléments qui peuvent agir sur le cours des élections. En conséquence, chaque citoyen a le devoir de regarder, d'observer, d'examiner son contenu, de s'interroger sur les effets qui pourraient découler de son contenu. Et c'est à juste titre que les citoyens soient à s'interroger sur les contenus, certains contenus, disons, litigieux de ce qui pourrait apparaître comme prochainement le projet ou alors une proposition de loi déposée sur la table des députés et à examiner dans le cadre des élections à venir. Il faut seulement relever que nous avions eu régulièrement des lois électorales, élection par élection, et que
le code électoral intervenu il y a 5 ans, donc en 2013, visait à avoir un document unique qui réunisse en son sein les règles pour toutes les élections. Donc les élections législatives, les élections communales, les élections présidentielles, pour que l'on ne soit plus à la veille de chaque élection à voter une loi spécifique pour cette élection. Donc c'est déjà un peu préoccupant de savoir que à peine 5 ans de vie, et on en est déjà à vouloir réviser le contenu de ce code électoral. Maintenant, on doit regarder dans le contenu. Et lorsque l'on regarde dans le contenu, effectivement, le contenu. Il y a, oui, des articles, des faits, des têtes, des dispositions qui interpellent. Et nous aurons, comme vous le dites, l'occasion de revenir sur ces dispositions et d'en débattre de fond en comble. Oui, Casimir Cuidor, les populations ont-elles vraiment à se mettre matel en tête par rapport à ce qui aujourd'hui reste encore un projet, comme je dis tout simplement. Ce n'est pas encore sur la table des députés, des idées ont été jetées qui seront ensuite peaufinées pour sortir quelque chose de bien potable. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne? Et pourquoi cette posture du grand nombre? Votre question me fait sourire. Il y a un mot dans votre question qui me fait sourire. C'est la potabilité, si vous permettez, je ne sais pas si l'expression, elle existe, sortir un code potable, pas évident. C'est pas du tout évident. À la lumière des commentaires, des analyses et surtout des craintes de la population, je doute très fort qu'on puisse avoir un code électoral potable. Quand vous parlez de potable, et quand je me réfère à l'eau potable, c'est cette eau qu'on boit. C'est cette eau qui est bien à la saveur, au goût et qui permet donc à l'organisme de bien se développer. Et donc le code électoral, pas je dirais, par envie, par donc aisance politique et démocratique, on aurait bien voulu, pas idéalisme donc politique, on aurait bien voulu que le code électoral soit potable. Mais à la lumière de ce que nous sommes en train de voir et au regard de ce que je peux aller chercher dans un passé très récent de la rupture en termes donc de ruse et de rage, en termes d'exclusion, en termes donc de pratiques très peu orthodoxes à envoyer des gens hors du territoire national ou à les envoyer au Niouf, j'ai envie de dire, ce n'est pas évident. Mieux, sinon pire. Nous avons un code, comme il a dit, qui date peut-être de 2013 et qui était peut-être potable, enfin, qui avait la couleur, donc les propriétés de l'eau, mais qui de plus en plus serait souillé. C'est ce à quoi nous allons assister. Donc, du caractère potable de notre code, nous acheminons au regard donc de ce projet, de cette rumeur que le peuple est en train donc de distiller ça et là. Nous sommes en train donc d'aller vers un code qui ne serait pas du tout digeste, qui ne serait pas du tout... Vous êtes rassuré, il ne s'agit plus de rumeurs à l'étape actuelle, okay. C'est effectif. Maintenant, c'est sur le contenu qu'on appréciera et on verra ce qu'il faut occulter, ce qu'il faut ajouter. Et au regard des alertes données ça et là, j'ai envie de dire, la démocratie au Bénin, chaque année, au lieu d'aller donc vers donc, la progression, va dans la régression. Certes, les deux sont dans l'évolution. Mais je ne comprends pas qu'un peuple puisse décider, au lieu d'aller vers la progression, puisse regresser. Nous régressons chaque année. Enfin, c'est l'impression qu'un certain nombre d'actes de nos gouvernants laisse entrevoir dans l'opinion. En tout cas, l'avant-projet en question prend en compte, dans la mesure du possible, des recommandations en vue du toilettage du code en vigueur. Et cela permettra, ce qu'il paraît, de garantir davantage la transparence et la clarté des futures opérations électorales. Constantin Amonsou, c'est ce qui a motivé les députés du bloc de la majorité présidentielle à faire ces propositions. Ceux-là qui ont pour mission fondamentale de répercuter les grandes attentes des populations. Et quand ça vient de ceux-là, qui sont à l'écoute donc de leur mandat, est-ce qu'on devrait craindre, en principe? Vous savez, il n'y avait pas 10 années d'expérience démocratique en notre pays lorsque l'un des chercheurs sur la démocratie en Afrique, pour ne pas le désigner, Richard Banegas, dans l'une de ses publications qui fait office de référence sur l'évolution de la démocratie sur le continent et dans notre pays en particulier, a parlé de démocratie à pas de caméléon, en faisant allusion certes au caméléon que vous connaissez car
caméléon, mais en faisant aussi allusion au pas relativement lent, mais assuré, avec lequel le Bénin s'imposait sur la scène africaine et peut-être à l'international même comme l'un des modèles de démocratie dans le monde. Aujourd'hui, peut-être pas seulement en 2018, mais même avant 2018, même avant 2016, il y a eu des raisons bien souvent de s'interroger sur le confort, sur la consolidation des acquis démocratiques. Il y a eu des raisons de s'interroger sur l'avancée démocratique en notre pays. Il y a eu des moments où on peut se demander si nous ne serions pas plutôt en train d'aller à galop en reculant. Et à la lumière des éléments qui apparaissent dans le nouveau code électoral, j'ai des raisons de m'inquiéter et de porter l'avalanche d'inquiétude exprimée par beaucoup de nos compatriotes. Avant de m'y pencher, je voudrais relever que, même pour prendre le cas de l'ancien code électoral en vigueur, il avait prévu, pour éviter des problèmes du genre un conseil communal sorti d'une liste minoritaire, peut-être il est seul ou deux, sur 20 ou 30 conseillers arrivent à se faire élire en faisant débaucher les élus d'une liste majoritaire, a inscrit en ses lignes que désormais, je parle de l'ancien code, avait inscrit en ses lignes que désormais, et c'est ce qui a été pratiqué en 2015, que c'est la liste arrivée majoritaire à l'issue des élections communales qui proposerait le candidat. Quitte à elle d'avoir un candidat dissident et que les gens votent de toute façon, mais le maire doit être issu de la liste arrivée majoritaire à l'élection. C'était si limpide et si clair dans l'esprit du législateur pour le problème qu'il voulait régler, qui n'a pas trouvé utile d'être plus redondant en insistant proposé par la liste majoritaire en son sein. Mais il n'a suffi que de ce refus de redondance pour que le pouvoir actuel en ait profité pour faire désigner des candidats par des élus d'une liste au sein d'une liste arrivée minoritaire. Ainsi, le parti A arrive majoritaire, a même déjà élu le maire, ainsi que les tests l'ont permis. Mais sous le nouveau départ, on a pu trouver le moyen de faire révoquer ou de faire destituer les maires et de proposer quelqu'un issu d'une liste minoritaire. Mais détourner de son esprit la loi en disant que même si celui qui est proposé n'est pas de la liste, il suffisait qu'il soit proposé par la liste. C'est une déformation, c'est une dénaturalisation de l'esprit de ce code électoral. Alors, quand des personnes, quand un pouvoir a été porté à marcher comme cela sur la loi, sur ses dispositions, sur son esprit, l'esprit est plus fort que la lettre. Vous le savez, l'esprit est plus fort que la matière. L'esprit, c'est ce qui fait mouvoir la loi. C'est sa philosophie. C'est son autorité. Et donc, quand on a marché comme cela sur l'esprit de la loi, et qu'après on est allé porter un autre test, en arrangeant tout ce que l'on souhaite mettre désormais pour tout à la fois fondé, en plus par l'esprit, le nouvel esprit, et maintenant par les tests, c'est-à-dire par la matière, les dispositions d'une loi qui s'apparente à un recul. Et je viendrai sur des dispositions, on a des raisons de s'inquiéter. Alors, je demande rapidement à Casmine Pidjo. Alors, quand on suit le développement de Constantin, c'est à croire que ce dont le Bénin a plus besoin, c'est plutôt d'autorités qui soient beaucoup plus flexibles, pertinents dans les choix, dans les interprétations, que la modification des tests. C'est bien vrai ça. Et le président, l'ex-président américain l'avait dit, non pas pour le Bénin, mais pour tout le continent africain. L'Afrique a plus besoin d'institutions fortes donc que d'autorités, d'hommes forts. Et moi, j'ajouterais, le continent africain, sinon le Bénin pour le cas qui nous concerne, le Bénin a juste besoin d'une seule chose, qu'on respecte les tests. Et non qu'on interprète les tests. Mais c'est aussi... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les tests sont élaborés. On laisse les tests
et on prend l'esprit des textes. Le texte est là, clair, limpide, comme l'eau de roche, partant déjà de la Constitution, qui fixe les modalités. La Constitution précise. Maintenant, on va chercher encore une autre loi pour accompagner la Constitution. Je n'ai rien contre. Mais au-delà de cette loi votée à l'Assemblée, on dit maintenant qu'il y a l'esprit de la loi. L'esprit. C'est quoi l'esprit encore? On ne peut pas dénier cela, oui. On doit dénier ça. L'esprit doit être le cas d'exception. On doit faire recours à l'esprit. Ce que vous pensez des cas d'exception. Ça doit être le cas d'exception. Pas systématiquement. Lorsqu'on se retrouve dans une situation inconfortable où l'intérêt général du peuple béninois est donc mis en jeu, où on n'a pas de voie d'issue, de recours, on fait appel à l'esprit de la loi pour sauver le peuple béninois, pour sauver ce qu'il faut sauver. Et non tout le temps, passer le temps à voter des lois chèrement et qu'on laisse la loi de côté et on dit voilà ce que nous on veut faire. Le cas qu'il a évoqué, il est là aujourd'hui. Le cas de la destitution des maires. Et ça a commencé par Parakou, sous le régime de la rupture, où on a vu ce que le code a dit. Mais respectez un peu le code. On laisse le code et on prend l'esprit du code et on applique sur le terrain. Et on dit que c'est la ruse, c'est la rage. En tout cas, au sein du Code, il y a beaucoup d'acquis, c'est vrai, mais il y a qu'on peut apporter aussi un peu d'amélioration. Et ce serait dans ce sens que les députés de la majorité présidentielle ont fait les propositions devant aboutir à ce toilettage profond. Avec votre permission, nous allons pouvoir écouter plutôt la réaction du bloc au-delà de l'Assemblée nationale, donc des forces constituées de la République qui pensent qu'il faut voir la gouvernance autrement. Et c'est au sein du Creuset dénommé Coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. C'est à l'issue d'une conférence de presse avec la complicité de la régie. Nous allons pouvoir suivre le porte-parole circonstanciel de la manifestation. Ensuite, on revient sur ce plateau. La proposition de loi portant un nouveau code électoral qui est un véritable déni des droits des citoyens à des élections démocratiques, libres et transparentes. La proposition de loi, commanditée pour être portée par des députés, comme on en a l'habitude sous le pouvoir de la ruse, est une monstruosité antidémocratique. Tenez, l'article 12 exclut du droit d'être électeur et donc aussi d'être éligible tout citoyen condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée supérieure ou égale à 3 mois. Oui, vous avez bien entendu comme moi, à 3 mois avec ou sans sursis. Oui. Et pour tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit. Ainsi, une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis et pour délit et vous prive de vos droits civiques. La porte est ouverte au dictateur d'activer davantage son bras judiciaire. Togbono, déjà en œuvre contre tous les opposants et concurrents politiques aux prochaines compétitions électorales. Si l'on ajoute la nécessité pour les candidats de vivre sans interruption, pendant un an, 12 mois, dans une résidence au Bénin, de présenter un quitus fiscal dont la délivrance est réservée au seul directeur général des impôts et sans compter toutes les autres entraves mesquines. Le nouveau code est de la facture du funeste projet de révision de la Constitution et qui doit aussi être vigoureusement combattu et rejeté. Tout le peuple doit continuer de se mobiliser et mieux s'organiser
pour mettre fin à la gouvernance de dictature autocratique. Voilà quelques-uns des griefs portés contre la proposition de loi devant aboutir au toilettage profond du code électoral actuellement en vigueur. Assez de morceaux choisis. Je me retourne vers vous, Casimir Pédio. Quel est le pan de morceaux que vous auriez préféré apprécier de l'intervention du porte-parole de la coalition? C'est la lettre au peuple, c'est la lettre aux institutions, c'est la lettre à toutes les structures donc, de veille citoyenne pour que véritablement ce code ne puisse pas être envoyé tel quel. Mieux, nous avons déjà un code qui, vaille que vaille, nous a conduit à organiser deux élections au cours desquelles nous avons, trois élections au cours desquelles nous avons pu avoir donc les responsables actuels, non seulement du bureau donc de la majorité parlementaire, auteur donc de cette proposition, et également le chef de l'État actuel, chantre donc de la rupture. Et donc, si ce code était aussi mauvais, on n'allait pas avoir donc ce résultat. Et entre 2013 et 2018, je ne sais pas trop l'incident majeur politiquement parlant qui peut influencer le changement donc du code électoral. Rien ne nous dit dans la Constitution que à la veille d'une élection, on doit élaborer un nouveau code électoral. Également, rien ne nous dit qu'on doit maintenir l'ancien code électoral. Mais à ce que je sache, le bon sens doit guider donc nos honorables députés. Et ce que j'aurais bien voulu avoir donc dans ce code-là, pour aller dans le sens donc de la minorité ou donc de cette force qui est en train donc de se regrouper autour de ce qu'il faut appeler entre griffes l'imposture pour les élections de 2019 et les autres élections à venir. Ce que j'aurais bien voulu avoir, c'est que l'Assemblée nationale cesse d'être le refuge de ces personnes de mauvaise foi qui sont impliquées dans des scandales au niveau donc des projets et qui vont donc se réfugier au niveau de l'Assemblée nationale. Et justement, ce qui est en train d'être envisagé là vise effectivement à les en empêcher. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est une exclusion de la compétition. C'est une réduction donc de la masse populaire qui va aux élections. C'est une exclusion du peuple qui a envie de s'exprimer. C'est un moyen d'aller vers donc une caporalisation du système électoral, une caporalisation de la démocratie. Ce que le peuple a refusé en 1990, sinon à la lisière des années 1990, en allant à la conférence nationale et en se dotant donc de cette législation, de la nouvelle constitution qui aujourd'hui permet donc au peuple béninois de dire, sur une trentaine d'années, nous avons eu une certaine stabilité politique en termes de gouvernance. Donc, véritablement, l'esprit de la loi et la loi elle-même doit aller dans le sens de l'amélioration et non de la dégradation de l'environnement sociopolitique. Oui, Constantin Moussou, lorsque les acteurs politiques et quelques analystes parlent en termes d'exclusion, est-ce vraiment à raison? Quand on voit l'esprit qui a guidé les élus du peuple d'opter pour ces options. Dans l'intervention de l'honorable Valentin Dianontin, 3 éléments sont ressortis. Ce sont des éléments d'éligibilité et d'inéligibilité aux élections. Je vais les citer. Le premier élément a rapport à la situation des personnes condamnées. Le deuxième élément a rapport à la résidence. Et le troisième élément a rapport au quitus fiscal. Je vais commencer par les 2 derniers. Et je viendrai au premier, je vous dirai pourquoi j'ai procédé ainsi. Les 2 derniers. Et donc, dans l'ordre des 2 derniers, d'abord la résidence. Ce qui est relevé et qui est un recul grave, et je l'entends ainsi moi-même, c'est que l'on ait insisté pour que les personnes qui seraient éligibles à une élection résident de façon continuelle au Bénin 1 an avant les élections. 2 choses à dire sur ça. La première, c'est contraire à la Constitution
Parce que l'article 44 de notre Constitution a énuméré clairement les grandes conditions préalables à l'éligibilité aux élections et a dit qu'il fallait être sur le territoire au moment des élections. Ça, c'est la Constitution. Et on appelle ça la loi fondamentale. C'est-à-dire, c'est la référence. C'est la loi à laquelle on ne peut pas faire dérogation. On ne peut pas déroger, on ne peut pas faire exception. Et donc, lorsque la Constitution dit exactement et clairement qu'il suffit d'être sur le territoire au moment des élections, que l'on soit béninois naturalisé ou béninois de naissance, et qu'une loi vient déroger à la Constitution, on ne peut faire que le constat de son anticonformité à la Constitution. Et c'est d'autant plus clair qu'en 2005, une telle loi avait été tentée et stipulait qu'il fallait être sur le territoire 6 mois avant les élections. Et cela a été simplement soumis à la Cour constitutionnelle qui a jugé de son inconstitutionnalité. Et donc, il existe une décision de la Cour qu'on peut, et ça fait jurisprudence, pour dire, ah mais non, la Constitution dit, c'est pas faisable, et la Cour constitutionnelle a déjà tablé sur ça. Je ne sais pas pourquoi il faut qu'on revienne sur ça. J'aimerais rappeler une formule de Farc qui dit, il était une danse. Le mouton qui l'a dansé, il a perdu sa tête. Le porc qui l'a dansé, il a perdu sa tête. Vous, jeunes gens, pourquoi voulez-vous danser cette danse-là? C'est perdu d'avance en tout cas. Au moins, si la Cour constitutionnelle veut jouer son rôle d'arbitre légal, pourquoi vous mettez quelle que soit la tête, quelle que soit la tête, parce qu'on a des appréhensions de tout de même par rapport aux têtes des personnes qui pourraient se retrouver là. En tout cas, on verra et on les jugera aux actes. Non, par rapport à ça, c'est très clair. Et le second aspect? Le second, sur la question du quitus fiscal. D'abord, il faut pouvoir distinguer l'individu de l'entreprise. Et il faut le dire, moi je suis de l'idée que il faut que tous les citoyens se montrent des exemples sur tous les plans, y compris sur le plan de leurs devoirs civiques, parmi lesquels le devoir de payer des impôts. Les impôts qui sont légalement établis par la loi, qui sont établis par les députés. Et donc, et pour reprendre une formule de Gaston Diaz, l'État des charges, il faut les couvrir. Et les impôts tendent à faire couvrir les charges de l'État. Mais il faut surtout éviter l'instrumentalisation des impôts. Parce qu'en ce moment, l'on rentre dans le champ de ce que l'on pourrait appeler la pression et quelquefois l'oppression fiscale. C'est-à-dire l'instrumentalisation des impôts pour anéantir économiquement, financièrement et peut-être politiquement des citoyens. Et il y a des raisons de penser que ce genre de tentatives existent actuellement et sont contenues dans l'esprit de cette disposition. D'abord, on dit le quitus fiscal, c'est une nouvelle condition créée par l'article 47, en plus des conditions de la Constitution et de l'ancien code électoral. Mais ensuite, on se rappellera que le 13 décembre 2017, un acte a été pris par le directeur général des impôts pour dire que lui exclusivement et avec lui son adjoint peuvent délivrer le quitus fiscal pour les candidats aux élections. Lorsque l'on voit l'ambiance politique, sociale, économique, financière dans laquelle nous sommes, lorsque l'on voit le contexte dans lequel cette disposition a été prise, et lorsque l'on voit qu'il y a des acteurs politiques et économiques qui ont des situations de conflit avec la nation fiscale, on a des raisons de penser que, en utilisant le directeur général des impôts et son adjoint, qui sont des personnes nommées par le ministre de l'économie et des finances, donc sous le contrôle du chef de l'État, on semblerait vouloir utiliser des conflits, des litiges fiscaux comme des moyens d'empêcher certains de se présenter aux élections, mais en faisant alors là une confusion entre la personne morale de l'entreprise, dont ils sont peut-être les premiers responsables, et les personnes physiques qui se présenteraient aux élections. Parce qu'il est important de distinguer entre la personne morale et la personne physique. Et lorsque je considère ce qui est dit, y compris même pour le quitus fiscal, ce ne sont pas les entreprises de M. Ince qui iraient aux élections.
Monsieur Is va peut-être aux élections, mais il est distinct de ces entreprises. Et tout au plus, pourrait-on apprécier sa régularité vis-à-vis des fiscs en ce qui concerne les déclarations et les versements d'impôts sur ses gains, sur ses revenus, parce qu'il gagne des revenus qui sont déclarés et qui sont le fruit peut-être de ses activités avec son entreprise, et ensuite les impôts sur le patrimoine, c'est-à-dire sur ces terrains, sur le foncier bâti et non bâti. Et donc spécifiquement vis-à-vis de ça. Mais on sait très bien que si l'état d'esprit, comme on l'a vu, est de défaire, de détruire, n'importe qui, y compris vous, si vous avez l'intention d'aller aux élections, on peut créer un conflit fiscal sur votre dossier. Et comme il n'y a pas 1000 recettes, 1000 perceptions, et qu'une personne centralise tout et répond à des injonctions qui viennent de son ministre, lequel en reçoit du président de la République, que des raisons existent alors que le fisc, que les impôts qui sont censés permettre à l'État de couvrir ses charges soient utilisés comme des moyens de pression et d'oppression fiscale pour empêcher un candidat de se présenter aux élections. Le troisième aspect. Tout. Le troisième aspect, c'était le premier dans l'ordre d'arrivée de l'intervention de l'honorable Djenonté. En réalité, il y a une méprise, de mon point de vue. Il y a une méprise. Je crois que l'honorable Djenonté s'était trompé là-dessus et que tous ceux qui parlent ainsi se sont trompés là-dessus. La disposition relevant que les personnes qui sont sous le coup d'une condamnation, 3 mois avec ou sans ceci, ne peuvent se présenter aux élections ne date pas de ce nouveau code. Toutes les lois portant élection dans notre pays et le dernier code électoral y compris ont prévu que les personnes condamnées pour des infractions ou délits, en fait des crimes ou délits, avec 3 mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne peuvent pas être candidats aux élections. Ça a toujours été comme cela, y compris pendant les 10 ans de Boniaï. Ça n'a pas varié. On peut faire En revanche, là où il y a lieu de faire un débat, c'est de savoir si le régime actuel qui a proclamé qu'il gouvernerait depuis la chute, depuis l'échec du projet de révision de la Constitution, n'est pas en train de vouloir utiliser cet article pour en amont faire condamner des gens et les faire tomber donc sous le coup de ces condamnations pour les rendre inéligibles. Et là, on peut s'inquiéter. Non pas de la disposition elle-même, parce qu'elle existait. C'était l'article 10 du Code de 2013 et c'est devenu l'article 12, reporté à 250 du Code actuel. Et si on regarde comment l'honorable Orenouho, en dépit des décisions, d'une décision de justice, s'est retrouvé là-bas, et qu'on a trouvé des mandats de dépôt après un autre mandat, après des mandats qu'on modifie, on a juste sur la tête du client pour le mettre en prison. Quand on voit comment aujourd'hui les conseils des ministres semblent devenir des chambres d'inquisition à l'intérieur desquelles on décide, on désigne de façon sélective les figures de l'opposition exclusivement, en laissant de côté des personnes que l'on connaît, qui sont au cœur des mêmes dossiers, on a des raisons de penser que cette disposition qui existait avant, qui a été reconduite seulement, peut être en train d'être utilisée déjà, mais pas que ce soit utilisé, est déjà même en train d'être utilisée par le jugement et la condamnation ou le métier en prison contre la loi et quelquefois contre l'équité dans la République de personnes qui sont perçues comme gênantes. Et pour l'ensemble de ces raisons, l'on peut dire qu'il y a péril en la demeure. En tout cas, à l'étape actuelle, le document officiel n'est pas encore disponible, mais les idées jetées méritent analyse. Et c'est ce qu'on fait. Donc, les prochains jours nous permettront d'apprécier un peu plus la portée de l'existant même. Kazmi Kpidjo, au demeurant, lorsqu'on prend aussi du recul, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que ce qui est en train d'être proposé là permettra d'aller un peu plus de l'avant du point de vue assainissement du Parlement qui, depuis quelque temps, est perçu comme un refuge de personnes de moralité douteuse. Non, pas du tout. Limiter la présence donc des personnes de peu de moralité à l'Assemblée nationale, c'est une chose. Mais ce n'est pas là la méthodologie pour empêcher. Ici, on est en train de faire autre chose carrément. On veut faire autre chose. Comment? On veut exclure. On veut diriger sans pouvoir partager. On veut diriger sans pouvoir permettre à la minorité d'avoir raison. On veut diriger dans le sens de « j'ai dit,
point à la ligne. On veut diriger dans le sens de la rage et de la ruse. En quoi ceci empêcherait-elle l'opposition de prendre part au scrutin? Lorsque nous prenons déjà le quitus fiscal, moi aujourd'hui le quitus fiscal me pose un problème. Le quitus fiscal à l'étape, je dirais 2013, tel que proposé, me posait déjà problème. Parce que déjà décentralisé, le quitus fiscal est un document administratif qui est délivré à tout opérateur économique, lui donnant le pouvoir donc d'exercer librement ses activités. Et donc, pour moi, ne mélangeons pas les activités économiques et la politique. Partant de ce principe, lorsque vous êtes dans un pays qui aspire à l'émergence, lorsque vous êtes dans un pays essentiellement fiscal et que vous avez environ 6 millions d'opérateurs économiques, même s'ils sont pour la plupart dans l'informel, et que 6 millions de personnes manifestent le désir d'avoir le quitus fiscal au cours d'une année budgétaire, à moins que ça soit par l'informatique, que la signature du directeur général soit donc scannée, numérisée, et que sans pouvoir contrôler les dossiers, la dizaine donc de dossiers à fournir, sans pouvoir contrôler, on les passe systématiquement au oui, qu'on pourra donc délivrer à 6 millions d'opérateurs économiques, signer 6 millions donc de documents. Sinon, ce n'est pas possible. Or, le fait que ce soit le directeur général qui soit mandaté pour pouvoir délivrer le quitus, c'est ça? Déjà décentralisé, c'est-à-dire les directeurs départementaux, les chefs services et les autres structures donc commis pour donc délivrer ce document-là ne pouvaient pas satisfaire les besoins si on était véritablement dans un pays normal. Déjà à ce niveau. Et donc aujourd'hui, pour moi, il serait bien que ce code-là dise non, puisque vous payez votre facture d'électricité, vous participez déjà à l'assiette fiscale de votre pays, donnez juste des pièces qui prouvent que vous avez payé quelque chose au cours de l'année budgétaire en cours, c'est-à-dire l'année budgétaire des élections. Prouvez donc par la facture d'électricité, par la facture donc de la SONEB, enfin de la Société béninoise des eaux du Bénin, ou bien par une autre facture que véritablement vous avez participé au paiement de l'assiette fiscale. Moi, serait un document qui allège davantage donc les pièces à fournir et qui offre aujourd'hui aux membres de la rupture la volonté de vouloir voir beaucoup de Béninois à la compétition. À la compétition, permettez la compétition. Vous êtes un compétiteur né et il n'y a pas de compétition si vous êtes seul sur le terrain. Même dans un match de football déclaré match amical, il y a toujours deux équipes. Vous seul, vous ne pouvez pas courir du nord au sud, donc de l'est à l'ouest. La démarche vous participe de l'exclusion. La démarche participe de l'exclusion parce que et pour ça, je donne ma tête à couper. Le directeur et son agent ne peuvent en aucun cas délivrer le quitus fiscal pour tous les Béninois. Parce que ce n'est pas seulement pour les candidats aux élections. C'est tous les Béninois qui exercent une activité et qui veulent participer à une activité économique. Donc c'est à dessein qu'il a été désigné pour la délivrance de quitus fiscal. Cette loi va poser un problème sur le plan économique. Ça va bloquer des choses. Ça va bloquer l'État, le fonctionnement de l'État. Ça va empêcher des gens qui ont la bonne volonté de payer. Donc, alors, au-delà, par rapport au contexte actuel, par rapport au contexte actuel, on ne peut pas vouloir de la paix à ce prix-là. On ne peut pas vouloir de la cohésion sociale à ce prix. Et figurez-vous, j'ai bien envie de dire quelque chose, que Patrice Talon et ses ministres le sachent. Si les autres pouvoirs étaient aussi mauvais, étaient aussi enragés, eux ne seront pas là. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ils étaient des exilés politiques. Ça, il faut le dire. Le bloc de la majorité parlementaire qui a proposé cette loi, moi je suis Patrice Talon, je leur demande tout de suite de retirer ça. Parce que, à la limite, c'est de m'injurier, moi Patrice Talon, que de proposer une telle loi. La contrainte de résidence parce que si le gouvernement de Boni Yahi était aussi méchant, était aussi mauvais, était aussi enragé et voulant utiliser la ruse et la rage, voulant utiliser toutes les forces de la démocratie, aujourd'hui, Patrice Talon serait toujours en exil.
Nous avons des cas en Afrique. Nous avons des cas au Burundi. Nous avons des cas au Niger. Nous avons des cas au Togo, au Gabon, et on peut en citer. Donc, véritablement, on ne peut pas venir, on ne peut pas être bien servi et venir et servir ça pour sa succession. Je dis, ce n'est pas du tout bien si l'idée est de la majorité, enfin, du bloc de la majorité parlementaire. Je demande au chef de l'État, qui est leur mentor, de leur dire de revoir leur copie. Pour que cette proposition n'aille pas sur la table des députés pour être validée. Le 13 juin, oui. Parce que à ce prix, Patrice Talon ne se rend pas service. Parce que hier, il était au pouvoir. Mais aujourd'hui, il se retrouve au niveau du bloc de la minorité parlementaire. Personne ne saurait dire demain, lorsque la roue va tourner, dans quel sens cette roue ira. Et puis rien ne vous dit aussi que la roue tournera. La roue tournera, puis c'est la ronde. La roue ne cessera jamais de tourner. La roue va tourner. Oui, la roue, elle est ronde, mesdames, messieurs, il faut l'admettre, elle est ronde et avec elle, tout peut arriver. Mais Constantin Amonceau, le 13 juin prochain, les élus du peuple seront appelés à un séminaire devant aider aux amendements inhérents au toilettage qui s'impose. À cette occasion, ça reste comme une opportunité pour pouvoir apporter les amendements qui s'imposent, les suggestions qui aideront à aller vers une thèse plus ou moins consensuelle. Donc, on a encore des marges de manœuvre. Il y a des éléments qu'il faut voir et se référer à eux dans le passé pour voir comment ça fonctionne. C'est vrai que... Donc la date du 13 juin compte pour très peu de choses, vous l'avez dit? Lorsque vous regardez, en ce qui concerne le projet de réforme du système partisan, il y a eu des séminaires. Il y a eu un séminaire et il y a eu même des séminaires de bloc, c'est-à-dire l'opposition a fait son séminaire. Puis il y a eu un séminaire des députés auxquels ont assisté des personnes de la société civile. Il y a même eu pour la raison de la Constitution des séminaires organisés à la va-vite vers la fin. Mais de façon substantielle, la posture tenue par les personnes qui portent les projets et les personnes au bénéfice desquelles le projet ou les propositions vont, ne permet pas d'espérer des modifications majeures. Et de toute façon, de savoir que l'on revient à l'Assemblée nationale où ce qui va valoir sera la loi de la majorité mécanique. Et à ce jour, cela a fonctionné ici de façon mécanique. Beaucoup de lois très graves ont été régulièrement votées par nos députés simplement sur la base de la majorité mécanique. Et les seuls espoirs que nous avions eus ces 2 dernières années ont été finalement la Cour constitutionnelle qui quelquefois a tapé du poing sur la table pour rappeler les fondamentaux. Et on tend vers la fin de cette Cour constitutionnelle, du mandat de cette Cour constitutionnelle, on a des appréhensions sur la façon dont l'arbitrage sera fait par la nouvelle Cour constitutionnelle. Et donc, dans l'état d'esprit, je suis d'accord avec mon ami Pédio que le chef de l'État aurait dû avoir à l'esprit que lui-même, il est venu par un chemin. Et si aujourd'hui, il est prêt à nier cette histoire, à fermer le chemin par lequel il arrive, de peur que d'autres personnes arrivent par ce chemin, peut-être penserait-il qu'il use de ruse, et peut-être penserait-on que les intrigues politiques sont inhérentes à la vie politique, mais il faut distinguer la scène publique, la politique de ce qu'elle est, de ce que peuvent être les plaies pour qui l'habitent. Et les intrigues politiques sont des plaies qui sont réelles en politique, mais elles ne sont pas la politique, elles ne sont pas l'essence de la politique. Que l'on veuille agir par ruse, c'est souvent arrivé en politique, mais la ruse n'est pas l'essence de la politique, ce sont des plaies sur la scène publique dans la politique. En conséquence, rappelez une chose que j'ai souvent appelée ici, en m'inspirant de Roger Kofi Adam-Roumain, l'utopie des inventions démocratiques, c'est-à-dire la tension axiologique, c'est-à-dire la morale qui est le moteur même de la politique et qui fait que les hommes et les femmes décident de faire confiance à l'un ou à quelques-uns d'entre eux pour dire nous ne pouvons pas tout faire à la fois, mais nous voulons vous faire comme pendant 5 ans ou pendant 7 ans, en tout cas pendant un mandat, pour que vous gériez au mieux notre patrimoine. Il faut qu'il se rappelle que cela il faut qu'il se rappelle cela à l'esprit. Et garde que, même si aujourd'hui ils ont la force, même si aujourd'hui le rapport de force politique est en leur faveur, la roue tourne. Et s'il est vrai que le rapport de force légal ou pas les unes
peut être maîtrisé par d'autres instruments, il reste que la société elle-même bouge. Elle est en mouvement. Merci et que le rapport de force peut Constantin se dérouler Amoussou. Oui, tout change, toute tout une autre est forme muable. que la Il forme faut savoir en conventionnelle. tenir compte. Kasbi Pedjo, 30 secondes. 30 secondes, j'ai envie de dire aux députés et à toute la classe politique béninoise que nous avons 4 millions de Béninois dehors, selon donc le dernier recensement à vocation administrative, ce que vous voulez, le RAVIP, je ne sais pas comment ils définissent leur système. Nous avons 4 millions de Béninois dehors qui ont envie aussi de participer à ces élections, qui sont compétents pour diriger ce pays. La loi telle qu'ils sont en train de l'élaborer, qui exclut déjà ceux qui vivent sur le sol béninois, n'est pas du tout favorable à cela. Et pourtant, on aurait bien voulu aujourd'hui avoir ces 4 millions de Béninois, parmi ces 4 millions de Béninois, avoir des députés parmi eux. Mieux, le quitus fiscal doit être un élément de motivation pour ces Béninois de venir investir sur le sol. Merci à vous, Kasbi Pedjo, Constantin Amoussou. Merci, vous l'avez compris, le temps est complètement parti. On se reverra sans nul doute parce qu'à l'étape actuelle, vous l'avez aussi souligné, c'est toujours à l'étape d'élaboration du travail se fera, des séminaires, ateliers, on espère cette fois-ci plus ouverts et chacun apportera son grain de sel afin d'en arriver à un test avec moins de contestation et de protestation. Alessandre Dumas, ce sera tout pour l'émission du jour. Je le cite, c'est quelquefois pénible, mesdames, messieurs, de faire son devoir, mais ça ne l'est jamais autant que de ne pas l'avoir fait. Merci pour l'attention, ce fut un plaisir, à très bientôt.